Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Avant de commencer, il faut savoir que cet épisode est le premier d'un triptyque d'épisodes sur les extraterrestres. Voilà, donc normalement il y aura 3 épisodes que je vais essayer de sortir à la suite. J'espère que ça vous plaira et voilà, merci encore pour votre fidélité et votre soutien et bon épisode. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question taraude l'humanité depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Métrodorus de Chios écrivait cette fameuse phrase. Considérer la Terre comme le seul monde peuplé dans l'espace infini est aussi absurde que d'affirmer que dans tout un champ de millet, un seul grain poussera. Ça en fait depuis des générations qui attendent un signe d'une vie extraterrestre. Mais est-ce que l'humanité est prête pour ça même ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cet épisode qui s'avérera peut-être un petit peu plus science que fiction cette fois. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé la réaction que vous auriez si vous rencontriez un extraterrestre ? Comment réagirions-nous si nous apprenons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ? Faites-vous partie de celles et ceux qui pensent que l'humanité paniquerait totalement ou au contraire de celles et ceux qui pensent que l'humanité serait totalement maîtresse d'elle-même et prête ? La science-fiction nous offre pas mal de pistes pour répondre à cette question. La rencontre extraterrestre est d'ailleurs considérée comme un sous-genre mineur de la science-fiction. Quand je réfléchis à cette question, c'est impossible pour moi, et je pense pour vous aussi, de ne pas me tourner vers la rencontre du troisième type, Premier Contact, E.T., Mars Attack, Independence Day, District 9, Life ou encore Paul. Tous ces films adoptent chacun une approche différente pour représenter la première rencontre entre des humains et des extraterrestres, humoristique, dramatique, politique ou philosophique. Pour aller plus loin, on a de magnifiques livres qui d'ailleurs dépeignent souvent une rencontre non pas sur Terre mais dans l'espace. On peut citer Rendez-vous avec Rama et les enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, Solaris de Stanislas Lem, Contact de Carl Sagan ou encore bien plus français, Les navigateurs de l'infini de Rosny Aîné. Mais il n'y a pas que les artistes qui ont essayé de répondre à cette question. En fait, ça a même été étudié par des chercheurs en psychologie notamment. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce que je suis tombée sur un article scientifique qui s'intitule « How will we react to the discovery of extraterrestrial life ?» ou « Comment allons-nous réagir à la découverte d'une vie extraterrestre ?» écrit par Kwon et collaborateurs en 2018. Bien évidemment, le lien est en description. Avec cet article, j'ai découvert en fait qu'il y avait plein de théories de concepts scientifiques liés à la découverte d'une vie extraterrestre. Pas seulement liés à la vie extraterrestre, mais vraiment à la découverte d'une vie extraterrestre. J'ai découvert l'un de ces concepts d'ailleurs qui est la classification des observations OVNI ou classification de Ilek, développée justement par l'astronome J. Allen Ilek et qui a inspiré le titre du film Rencontre du troisième type. Cette classification comporte 6 degrés allant du plus banal à l'exceptionnel. Tout d'abord, cette classification commence avec l'observation de disques diurnes. Donc en fait, ça renvoie au fait que les témoins voient de jour à plus de 150 mètres de distance un objet non identifié qui n'a pas nécessairement la forme d'un disque ou d'une soucoupe. On a ensuite le radar visuel, donc c'est-à-dire que l'OVNI est observé en visuel et apparaît sur un ou plusieurs écrans radar. On a ensuite la rencontre rapprochée du premier type, le où les témoins voient un OVNI quel qu'il soit à moins de 150 mètres. Ensuite, la rencontre rapprochée du deuxième type, l'OVNI laisse des preuves matérielles comme des traces au sol. Et enfin, on a la fameuse rencontre rapprochée du troisième type, le où les témoins voient un OVNI et ses occupants, ou seulement les prétendus occupants d'un OVNI sans ce dernier, ce qui est le cas dans le film donc. Voilà, donc pour votre culture science-fictionnelle, il fallait que je vous parle de cette classification et comme ça nous met aussi un petit peu dans le bain. Mais juste avant de se pencher sur les recherches, il faut déjà préciser que la plupart des œuvres de science-fiction décrivent des rencontres avec une espèce intelligente. Or, les scientifiques suggèrent de réduire un peu tous ces fantasmes à des vies extraterrestres plus modestes, on va dire, par exemple microbiennes, ce qui serait peut-être plus probable déjà. Certains scientifiques, comme l'astrophysicien Ramin Skiba, je suis désolée si j'écorche son nom, pense que la découverte d'une vie extraterrestre, même microbienne, pourrait vraiment bouleverser toutes nos croyances. Si je fais cette précision, c'est parce que c'est le choix qu'ont fait les auteurs de l'article dont je vais vous parler. Tout d'abord, les auteurs vont se tourner un peu vers le passé et s'appuyer sur 5 événements liés à de potentielles découvertes de vie extraterrestres qui ont eu lieu. Ils identifient notamment la découverte en 1967 de pulsars dont on pensait initialement qu'il s'agissait d'émissions extraterrestres potentielles. Ensuite, on a le signal WOW de 1977 dont on pensait également qu'il s'agissait d'émissions extraterrestres. On a ensuite la découverte en 1996 de microbes extraterrestres fossilisés potentiels dans une météorite d'origine martienne. Ensuite, la découverte
découverte en 2015 d'un obscurcissement périodique autour de l'étoile de Tabi qui pourrait indiquer la présence d'une sphère de Dyson construite artificiellement autour de l'étoile. Sphère de Dyson qui est une méga structure artificielle dont on reparlera sûrement dans un épisode dédié, j'ai trop hâte. Et ensuite, on a la découverte en 2017 de nombreuses exoplanètes semblables à la Terre dans la zone habitable d'une étoile. Donc ces 5 événements ont été organisés en 3 catégories selon s'ils sont révélateurs d'une vie non intelligente, comme la vie microbienne sur Mars, d'une vie intelligente comme pour la sphère de Dyson, ou d'une vie venant d'une exoplanète comme la Terre qui peut être intelligente ou non. Les analyses linguistiques montrent qu'en général, les personnes ont réagi de manière positive face à ces événements passés. Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants d'imaginer leur réaction si on leur apprenait qu'une vie extraterrestre microbienne sur Mars avait été découverte. Et encore une fois, globalement, les gens pensent que eux-mêmes et l'humanité réagiront de manière positive en cas de découverte confirmée et que cela représenterait plus de récompenses que de risques pour l'humanité. Finalement, si on se base sur cette recherche, les histoires de science-fiction qui se rapprocheraient le plus de ces résultats seraient La rencontre du troisième type, Paul ou encore Premier contact. C'est-à-dire que l'humanité ne partirait pas en steak et essayerait de trouver un moyen de communiquer avec les aliens. Mais alors, est-ce que ces résultats peuvent être généralisables ? Ça, c'est une autre question car les participants de l'étude étaient majoritairement américains. Bon, à force, on a l'habitude parce que la plupart des films et des livres qui décrivent une rencontre humain-extraterrestre sont très américanisés et c'est très dommage parce que c'est pas parce que les USA ont un rapport privilégié avec les aliens qu'il faut limiter cet événement aux États-Unis ou de le réduire à une vision occidentale. Mais bref, on y reviendra. Même si les chercheurs n'ont pas trouvé de variation dans les réponses des participants selon leur personnalité, leur orientation politique, leur revenu ou leur appartenance ethnique, ils savent que ce n'est pas suffisant pour généraliser les résultats à l'échelle de l'humanité et qu'il serait intéressant de refaire cette même étude avec une approche interculturelle. Parce qu'il y a encore plein de facteurs à prendre en compte à l'échelle individuelle comme l'anthropocentrisme, les attitudes envers la science en général, les croyances paranormales, les tendances conspirationnistes et les croyances religieuses qui peuvent énormément impacter la réaction face à la découverte d'une vie extraterrestre. Mais la vraie question est-ce qu'on peut vraiment prédire la réaction de l'humanité si on venait à découvrir une vie extraterrestre compte tenu de toutes ces différences individuelles et culturelles ? Selon une autre étude psychologique sur ce même sujet faite par Harrison en 2011, source en description, notre réaction serait bien plus complexe à prédire car elle dépendrait de plein de choses. Premièrement, elle dépendrait des caractéristiques de la vie découverte. Harrison développe 3 visions, 3 modèles d'archétypes que l'on a des extraterrestres. On a le modèle millénaire qui dépeint des formes d'aliens sages, bienveillantes et amicales d'anciennes sociétés utopiques qui ne connaissent ni guerre, ni mort, ni maladie et qui apporteraient une glorieuse renaissance des sociétés humaines, voire qui nous aideraient à prévenir notre propre extinction. On a ensuite le modèle catastrophique, je pense que vous voyez bien de quoi je vais parler, qui dépeint les aliens comme menaçants, impérialistes et orientés vers l'utilisation de la menace, du chantage et de la force. S'ils nous découvrent, nous serions exploités, colonisés, voire annihilés. Le seul avantage de ce modèle, c'est que l'humanité s'entraiderait face à un ennemi commun, mais un pessimiste injustifié comme ça, c'est pas forcément bien car ça peut mener aussi à la gâchette facile sans qu'il n'y ait de danger à la base, comme dans District 9 par exemple où l'humanité en vient même à ségréguer les aliens et à les parquer dans des bidonvilles. Enfin, un troisième modèle qui est post-biologique, dans lequel les aliens seraient des sortes d'entités robotico-biologiques, des sortes d'intelligence artificielle libérées de contraintes biologiques et qui n'habiteraient pas forcément sur une ou plusieurs planètes, mais partout. Par exemple, les aliens ne conduiraient pas les ovnis comme on le pense dans l'imaginaire collectif, mais seraient les ovnis eux-mêmes. Donc ces 3 modèles décrits par Harrison qui peuvent paraître un peu manichéens, j'en conviens, nous aident à comprendre à quel point les caractéristiques des aliens pourraient influencer nos comportements. C'est évident, mais voilà, faut rappeler que les premières caractéristiques qu'on aura des aliens détermineront bien le rapport qu'on aura avec eux par la suite en mode Independence Day ou Premier contact. Ensuite, toujours selon Harrison, notre réaction dépendrait du déroulement de la découverte, du contexte et de son contenu. Est-ce que cette découverte proviendrait d'une émission radio, d'un artefact, d'un vaisseau, d'une mégastructure ? L'immédiateté de la découverte aussi importe. Est-ce que les aliens vont venir à nous ou nous allons découvrir un message qui a été envoyé il y a des millénaires ? Le site de la découverte importe aussi. Dans le système solaire ou sur la Terre et à quelle période aussi durant un temps de paix ou de guerre ? Le contenu lui-même de la découverte est important aussi. Sera-t-il riche ou pauvre en informations ? Et aussi sera-t-il obsolète, compréhensible et exploitable par nos connaissances ?
Et enfin, encore plus important, notre réaction dépend de notre capacité à traiter l'information en tant qu'être humain, soumis par des codes biologiques, culturels et psychologiques. Les dimensions culturelles qui sont très bien étudiées aujourd'hui, susceptibles d'influencer les réactions liées à une découverte extraterrestre, comprennent la hiérarchie du pouvoir, donc la façon dont est réparti le pouvoir au sein du groupe, l'individualisme, collectivisme, l'exaltation de l'individu contre l'exaltation du groupe, la masculinité, féminité qui renvoie au rôle masculin et féminin dans un groupe, l'évitement de la certitude qui se caractérise par une aversion pour l'ambiguïté, l'imprévisibilité et l'improvisation, et pour finir, l'orientation temporelle, donc à court terme et à long terme. Par exemple, il se peut que les cultures capitalistes et impatientes, entre guillemets, comme aux États-Unis, pourraient réagir différemment aux mœurs extraterrestres, contrairement aux Japonais qui pourraient réagir plus favorablement aux projets collectifs ou à long terme des extraterrestres. Il se peut que certains pays, selon leur environnement politico-culturel, entreprennent même des initiatives isolées et indépendantes. C'est ce que craint d'ailleurs Lewis Dartnell, un astrobiologiste et professeur de communication scientifique à l'université de Westminster. Si on venait à découvrir une vie alien, il déclare, je cite, que la plus grande préoccupation est d'établir une forme d'accord international pour empêcher des individus ou des sociétés privées capables de répondre de manière indépendante avant qu'un consensus ne se soit formé sur la question de savoir s'il est sûr de répondre et sur ce que nous voudrions dire en tant que planète unique. Mais personne ne dirige cette planète unique et qui incitera tous les pays à coopérer face à une telle découverte. Cela reste un défi majeur, voire une utopie, au vu de toutes les barrières culturelles, religieuses ou politiques. Les similaires ont atterri partout dans le monde. Il faut que nous nous adressions aux autres sites. Il faut qu'on cache cette information jusqu'à ce qu'on l'ait comprise. Ça veut dire quoi? Je suis pas certaine qu'ils sachent faire la différence entre une arme et un outil. Notre langue et notre culture sont complexes. Comment on peut clarifier leurs intentions? Sur le plan psychologique maintenant, fait très intéressant, les recherches ont tendance à montrer que nous considérons les aliens comme juste d'autres personnes ou d'autres êtres humains. D'où la représentation humanoïde de nombreux aliens dans la pop culture, mais je prépare un épisode là-dessus. Du coup, la psychologie sociale semble être la meilleure discipline pour nous aider à prédire notre réaction. Notamment, il existe une théorie psychosociale ultra intéressante pour ce cas précis, c'est la théorie implicite de la personnalité. En gros, la première impression que nous avons d'une personne détermine l'ensemble de sa personnalité, et ce de manière implicite, c'est-à-dire inconsciente. On fait des inférences sur la personnalité des gens à partir de simples observations, même sans échanger un mot avec eux. Il a été montré que si les informations dont nous disposons sont mixtes, c'est-à-dire certaines positives ou d'autres négatives, nous accorderons aux informations négatives un poids disproportionné. Du coup, sur la base de quelques éléments, on a tendance à surestimer la personnalité, les motivations et les causes internes des personnes et de sous-estimer l'influence de son environnement, des contraintes situationnelles et des forces externes sur ses propres comportements. En gros, on croit que les personnes font ce qu'elles font parce qu'elles sont comme ça et non par une nécessité ou une contrainte quelconque. Donc en gros, le premier alien que nous allons rencontrer va devenir la représentation typique de son espèce ou de la civilisation dans son ensemble, première représentation qui risque de persister malgré les nouvelles informations que l'on aura sur lui par la suite. Donc si durant le premier contact, l'alien fait quelque chose de semblable à de la violence de notre point de vue humain, il se peut que nous inférons très vite de lui une attitude belliqueuse. Cela pourrait mener à une posture défensive de la part des humains sans chercher à mieux communiquer avec les aliens et à tous nous foutre dans la merde. Tout ça parce que notre cerveau a des foutus biais. Bien évidemment, si on applique ces théories psychosociales sur des entités telles que les extraterrestres, aka des entités que nous n'avons jamais vues et qu'on ne verra peut-être jamais, il faut s'attendre à beaucoup d'erreurs forcément. Donc toujours prendre ça avec des pincettes, mais c'est quand même super intéressant. Un flash d'information. Le cours de l'histoire humaine vient de changer aujourd'hui. Le vaisseau semble s'immobiliser au-dessus de Johannesburg. Ils ont dépensé énormément d'argent pour qu'ils puissent rester là, alors qu'ils auraient pu le dépenser à d'autres choses. Au moins, on se mélange pas avec eux, on les tient à l'écart. Comment fonctionnent vos armes? Bref, donc quand on prend du recul, on se rend compte que ça en fait des facteurs à prendre en compte et on voit bien que c'est bien plus complexe que ça. On a les différences individuelles, les caractéristiques de la vie découverte, le contexte de la découverte et tous les obstacles biologiques, politiques et culturels au traitement de l'information.
Pour résumer, comme Harrison le dit, il semble peu probable que la découverte d'un message alien très distant choque des personnes en proie à une guerre civile, prises dans un génocide ou accablées par la famine, et à l'inverse, les personnes conditionnées par des années de participation à des clubs d'ovnis, à la science-fiction et à un défilé de documentaires sur la question risquent de trouver la découverte, je cite, anticlimatique. Tout ça pour dire qu'on ne pourra jamais prédire une réaction généralisée à l'échelle de l'humanité. J'aimerais revenir sur l'étude de Kwon et collaborateurs que j'ai présentée tout à l'heure qui dit quand même que les gens réagiront positivement. Mais l'étude ne répond pas à la question de pourquoi les gens réagiraient positivement alors. Devrions-nous réagir positivement d'ailleurs ou devrions-nous mal réagir ? Pourquoi réagirions-nous bien ? Déjà parce que c'est l'objectif de nombreuses personnes de chercher la vie ailleurs. On met tellement de choses en place et on dépense tellement dans la recherche de vie extraterrestre que si on en découvre une, ça serait un véritable exploit pour nous, êtres humains. On réagirait bien parce que ça nous permettrait aussi de mieux comprendre notre place dans l'univers, notre rôle. Et ensuite, comme on l'a vu dans le modèle millénaire, les extraterrestres pourraient nous apporter plein de choses et nous partager leurs connaissances philosophiques, scientifiques ou technologiques. Comme dans Mass Effect, où l'humanité a connu une révolution technologique suite à la découverte d'un artefact d'une ancienne civilisation alien, ce qui leur a permis d'explorer l'espace et de rencontrer ensuite d'autres espèces extraterrestres avancées. Et pourquoi réagirions-nous mal alors ? Si on regarde l'histoire de notre monde, les civilisations inférieures ont souvent été détruites par des civilisations plus avancées. Est-ce que ça serait pareil si nous rencontrions une civilisation extraterrestre avancée ? Harrison conseille de s'appuyer sur des événements passés pour répondre à cette question et il cite d'ailleurs la conquête espagnole du Mexique, la conquête de l'Ouest et la suppression des Amérindiens aux États-Unis et la ruée des Européens vers les colonies d'Afrique et du reste du monde finalement. On finirait exploité et colonisé comme dans le modèle catastrophique décrit par Harrison. Alors que dire après toute cette réflexion ? Comme point final, Harrison suggère que, comme on ne sait pas quand ça va arriver et comment, planifier les découvertes les plus compatibles avec la science actuelle, comme un spécimen exobiologique ou une émission radio à distance, devrait être le point de départ le plus utile pour anticiper une réaction à l'échelle de l'humanité. D'où peut-être l'intérêt de s'attendre à découvrir une vie microbienne d'abord, plutôt que des civilisations ultra avancées. Personnellement, comme beaucoup de gens, j'aimerais bien faire partie de la génération qui sera témoin de la découverte d'une vie extraterrestre, mais je pense qu'on en est encore loin. Et de ce qui est de notre réaction, je pense qu'on peut tout aussi bien sombrer dans la folie comme dans l'œuvre de Lovecraft face à des entités beaucoup trop inentendables pour nous. Après tout, même s'il s'agit de petites bactéries extraterrestres, qu'est-ce que ça dit de notre espèce, de notre place dans l'univers, de notre unicité ? On pourrait tout aussi bien mourir d'une crise existentielle, cosmique, si on venait à découvrir une autre vie, mais ça c'est ma perception. Et selon vous, comment réagirions-nous ? Sommes-nous prêts ? Pensez-vous qu'on a le temps de s'y préparer ou qu'on sera mort depuis bien longtemps quand ça arrivera ? Ou alors pensez-vous que ça n'arrivera jamais ? N'hésitez pas à me répondre sur la plateforme ou sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'espère que cet épisode vous aura plu, on se dit à bientôt pour le prochain et d'ici là, prenez soin de vous.